Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h04. Je déclare ouverte cette séance du conseil municipal et je procède à l'appel. Luc Gérec, présent. Véronique Perrusso est excusée. Elle donne le pouvoir à moi-même. Philippe Rago. Présent. Marlène Chavez dos Santos. Présent. Jacques Ferrari. Présent. Stéphanie Brenier. Présente. Jean-Marc Deluz. Présent. Florence Gallenren. Présente. Pascal Raffa est présent. Il doit s'absenter pour des raisons professionnelles à 19h et pour la suite, il a donné pouvoir à Philippe Rago. Evelyne Capelli sera en retard. Philippe Levieux. Présent. Corinne Tondy. Présente. Rui Henriquez est excusé. Il donne pouvoir à Madame Chavez dos Santos. Je pense qu'au nom du conseil municipal, on peut avoir une pensée pour Rui et toute sa famille, puisque avec le décès de son papa. Muriel Moine. Présent. Nicolas Koenig. Présent. Johanna Goulin. Présent. Aline Poirel. Anne-Sophie Lehmann. Présent. Arlette Jaworski est excusée, elle donne pouvoir à Monsieur Danet. Jean-Marie Henriot. Présent. Alain Henry. Présent. Thierry Danet. Présent. Pascal Milot. Absent. Je vous remercie. Il nous appartient donc de désigner un ou une secrétaire. Est-ce qu'on ne déroge pas aux bonnes habitudes et je vous propose la candidature de Madame Marlène Chavez dos Santos. Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Vous avez été destinataire du compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal. Y a-t-il des observations ou des corrections à apporter? Il n'y en a pas. Donc je fais valider ce conseil, enfin ce compte rendu. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je salue l'arrivée de Madame Capelli qui souhaitait arriver incognito. Mais voilà. Très bien. Merci. Donc je passe directement à l'ordre du jour. Tout d'abord, quelques excuses pour un problème informatique et notamment sur la dématérialisation, en tout cas du conseil municipal, qui a posé quelques petits soucis. Mais je pense que tout est rentré dans l'ordre et on ne devrait plus avoir ce type de problématique. Donc, le premier rapport concerne la gare de Contrexéville avec la convention de financement de la phase d'études d'avant-projet et avec un avenant numéro 1. La parole est à Jean-Marc Deluz. Gare de Contrexéville, convention de financement de la phase d'études d'avant-projet, avenant numéro 1. Le maire rappelle à l'Assemblée les termes de la délibération du conseil municipal du 24 février 2020, par laquelle il a été autorisé à signer une convention de financement de la phase d'études avant-projet relative à l'aménagement d'un pôle d'échange multimodal en gare de Contrexéville, avec SNCF Gare et Connexion et la région Grand Est. Cette opération est menée dans le cadre du dispositif Dirige, programme de modernisation des gares, des liaisons ferroviaires régionales et de leurs abords portés par la région Grand Est. Les premières études de faisabilité de ce projet ont été présentées en septembre 2019 par SNCF Gare et Connexion. Afin de poursuivre l'opération et sur la base de ces études, des études d'avant-projet ont été menées pour concevoir à ce niveau de précision le projet et présenté à la région Grand Est et à la commune de Contrexéville en décembre 2020. Compte tenu du contexte exceptionnel lié à la pandémie de Covid-19, les partenaires ont décidé de replanifier le projet pour des travaux de réalisation à l'été 2023. Les partenaires se sont réunis en avril et juin 2022 pour relancer et actualiser le projet, en définir le programme et les aménagements projetés, en tenant compte de plusieurs modifications permettant de renforcer sa dimension éco-responsable, ainsi que pour actualiser le budget et le plan de financement de l'opération. Des études complémentaires sont par conséquent rendues nécessaires pour étudier la faisabilité et le coût de ces aménagements. Il est rappelé que les différents financeurs potentiels de l'opération conditionnent leur intervention à la prise en compte des critères environnementaux et favorisant la transition écologique. Il s'agit pour le conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant numéro 1 à la convention précitée et présenté en annexe,
ayant pour objet de définir les modalités de financement et le calendrier des études d'avant-projet, tenant compte de ces modifications, d'autoriser le maire ou son représentant à signer le dit avenant et tout document relatif à cette affaire, de solliciter une subvention auprès du Conseil régional Grand Est et au plus haut taux afin de financer ces études complémentaires. Donc vous avez eu en annexe l'avenant, et avec donc sur l'avenant, on va dire le coût supplémentaire par rapport à l'étude initiale. Des questions, des remarques? Oui. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça marche? Non, ça marche pas. Si, Si. ça marche. Bon. Ouais, donc bon, c'est un avenant, on va dire, on met à jour les études, on en est à 50 000 € d'études à peu près. Ouais, 49 000, voilà. Alors moi, j'aurais juste savoir quand est-ce que les travaux vont commencer, parce que dans le corps de la délibération, on nous parle de l'été 2023, et si je prends dans l'annexe, là, il y a un planning des travaux, on est plutôt sur 2024, puisqu'on est sur une première lettre de notification des travaux donc aux entreprises le 14 mai 2024. Alors les travaux ne vont pas commencer l'an prochain. Si je prends le planning suite à l'avenant, on va passer un an d'études complémentaires et les travaux ne démarreront que on va dire en deuxième semestre de 2024 pour finir quasiment le 29 décembre 2024, c'est ça. Il n'y aura pas de travaux l'an prochain. Alors, donc, effectivement, vous avez raison sur cette modification du planning. Lorsque nous avons rencontré SNCF Gare et Connexion à l'époque, le calendrier était validé par la SNCF, par la région Grand Est et par la ville de Contrexéville. Nous avons repris contact avec ces partenaires donc début d'année 2022, après crise Covid. Et nous avons donc mis à jour le projet qui devait être, en tout cas, il y avait un verdissement, si on peut utiliser ce terme, qui ne nous satisfaisait pas en la matière, et on a demandé une correction, en tout cas, pour avoir un volet développement durable et biodiversité qui soit satisfaisant. Ce à quoi la SNCF Gare et Connexion nous a répondu qu'ils avaient un plan de charge qui était très important et qu'ils ne pourraient pas le fournir en temps et en heure. Ceci dit, j'ai pris contact avec le nouveau directeur régional de SNCF Gare et Réseau que je dois rencontrer très prochainement pour lui rappeler en tout cas les engagements qui avaient été pris. Et j'espère bien qu'on pourra commencer les travaux tels que le calendrier avait été déterminé. Donc ça veut dire 2023. Eh bien, fin 2023. Parce que là, ce qu'on va signer, c'est pas 2020, ça. Fin 2023, voire début 2024, sachant que la réouverture de la ligne 14 est prévue pour 2025 et que, effectivement, le but est d'être prêt avant la saison 2025 afin que nos touristes puissent rejoindre Contrexéville par la voie ferrée. D'accord. Mais bon, je trouve que c'est pas très clair entre ce qu'on va signer, entre l'annexe et la délibération. On n'a pas les mêmes dates. Ça serait bien qu'on mette ça en conformité, puisque là, il y a ce qui va rester, c'est ce qui est signé. Et ce qui est signé, c'est travaux qui démarrent pas avant 2024, même plutôt deuxième semestre. Alors, dans un cas de figure comme celui-là, il faut déjà acter les choses. Et ensuite, s'il fallait faire un avenant pour la date de début de travaux, eh bien, un avenant sera signé avec SNCF Gare et Connexion. Je peux dire aussi que suite à cette affaire, j'ai pris la tâche du président du conseil régional, Jean Rotner, à qui j'ai adressé un courrier que j'ai remis en main propre également à Madame Elisabeth Borne, puisque Madame Elisabeth Borne m'avait assuré, lorsqu'elle était ministre des Transports, que la ligne 14 réouvrirait en 2025, et j'ai eu accusé de réception du courrier j'ai eu un courrier de Madame Borne qui confirmait qu'elle demandait au ministre des Transports d'examiner ce dossier avec la plus grande attention. Ouais. Bon, là, on verra, parce que quand on lit... moi, j'ai vu dans la presse un article
Monsieur donc, Valence, un conseiller donc, régional, on le sentait quand même hésitant hein, à se prononcer, puisqu'il parlait entre autres d'un surcoût dû au passage à niveau. Donc on verra, espérons. Voilà. On verra. Mais justement, je voudrais continuer là-dessus. Là, moi, quand je prends l'avenant, on parle quand même beaucoup d'une gare routière. Hein, quand on lit, on parle de 5 quais de bus, on parle d'une voirie lourde adaptée au trafic, on parle de zone de retournement des cars qu'on élargit. Un stationnement donc nocturne pour 3 quarts, on est quand même vraiment sur une gare routière. Je sais qu'on parle de gare multimodale, mais là, il n'y a quasiment que des travaux pour les bus. Moi, je ne vois pas grand-chose au niveau, vous me parlez des marches éco-responsables, je ne vois pas grand-chose sur les vélos, par exemple. On ne parle pas de pistes cyclables, on ne parle pas d'abri vélo, il y a juste des arceaux qui seraient mis, on ne sait pas où. Au niveau environnement, on parle de 3 arbres existants ou à remplacer. Et puis après, il y a une petite ligne sur des espaces verts. Enfin, je ne vois pas grand-chose de... C'est bien tout l'objet de la... Il y aura une étude, mais là dans ce consigne, il n'y a pas une grosse demande éco-responsable, à part, en effet, c'est marqué sous réserve, la mise en place d'un revêtement infiltrant, ça conditionnera entre autres les subventions. Quoi. Mais ce n'est pas trop développé dans l'avenant, en tout cas. En tout cas, on est plus sur une gare routière pour moi. Alors, c'est votre analyse des choses. C'est tout l'objet de l'avenant, c'est de se dire, voilà, on doit avoir un équipement qui soit exemplaire en matière de développement durable, et ce sera le cas. Concernant, effectivement, je crois savoir qu'en 2019, je crois, nous avions rencontré SNCF Gare et Réseau ainsi que la région Grand Est et que vous étiez présent, me semble-t-il, lors de cette rencontre. En tout cas, vous en avez eu compte rendu. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que dans une négociation, et puisque vous parlez de David Valence, lorsque la région Grand Est et d'autres régions de France ont les mêmes difficultés avec SNCF et que donc il y a des pressions et évidemment ça fait partie des négociations entre les régions et le gouvernement. C'est tout. Très bien. On verra la suite. Hein. Parfait. Oui, on va voter qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le rapport numéro 2 concerne le marché de travaux de VRD, rue du 11 septembre, autorisation donnée au maire de signer le marché. La parole est à Madame Johanna Goulin. Le maire rappelle à l'Assemblée les termes de sa délibération adoptée le 27 avril 2022, approuvant le projet de travaux de voirie et réseau relatif à la requalification de la rue du 11 septembre, représentant la portion de la RD 13 située en agglomération entre la rue de Metz et l'entrée de ville en direction de Surrioville. Des aménagements urbains en bordure de cette voie seront réalisés par la commune, concomitamment à la réfection de la couche de roulement réalisée par le Conseil départemental des Vosges dans le cadre de sa politique de maintien d'un niveau de qualité de son réseau routier. Il est rappelé également que le programme comprend 2 axes. Des travaux d'amélioration de la visibilité et des conditions de circulation et de sécurisation des piétons, des travaux de réhabilitation du réseau pluvial. Le coût total de l'opération était estimé à cette époque à 195 896 € hors taxe. Des demandes de subventions ont été adressées au Conseil départemental des Vosges au titre des aides allouées pour l'aménagement en bordure des routes départementales en agglomération et le renouvellement des réseaux d'eau potable. Les aides sollicitées au titre du produit des amendes de police et des travaux divers d'intérêt local ont été refusées. La commune a mandaté, après consultation, le bureau d'études SEBA Aménagement et Infrastructure pour assurer la maîtrise d'œuvre du chantier. La consultation a été lancée dans le cadre d'une procédure non formalisée. Le marché comprend une tranche ferme et 5 tranches optionnelles pouvant être déclenchées indépendamment et de manière progressive. La tranche optionnelle 1 concerne la réfection d'enrobés sur les tranchées de la RD. Une couche. La tranche optionnelle 2 concerne la réfection d'enrobés sur les tranchées, mais en 2 couches si une période d'attente était nécessaire avant la réalisation de la couche de roulement par le conseil départemental. La tranche optionnelle 3 concerne le prolongement du réseau d'eau potable dans la contre-allée, en vue de la création de l'EHPAD sur les terrains adjacents. La tranche optionnelle 4 concerne le renouvellement des réseaux d'eau usée. La tranche numéro 5 concerne le prolongement des réseaux d'eau pluviale et d'eau usée sous la contre-allée, en vue de la création de l'EHPAD. La réalisation des tranches 3 et 5 est indispensable à la réalisation du chantier de l'EHPAD.
dont le démarrage est à ce jour prévu au deuxième trimestre 2023. Ces 2 tranches devraient donc être affermies. La tranche 2 ne devra pas être affermie, à condition d'une bonne coordination avec le conseil départemental. La tranche 4 serait à ce stade abandonnée. Le délai d'affermissement des tranches est fixé à 18 mois. Le marché prévoit une période de travaux de 19 semaines pour la tranche ferme et de 31 semaines au total pour l'ensemble des tranches. L'estimation globale des travaux a été établie par le bureau d'études à 665 631,80 € hors taxe pour l'ensemble des tranches. La commission d'appel d'offres, réunie de manière informelle, a procédé à l'ouverture des plis le 3 octobre, puis a étudié le rapport d'analyse des offres le 17 octobre. Nous avons eu 2 candidatures, le groupement d'entreprises Eurovia Houillon et l'entreprise Jean-Luc Rouquier. Nombre de candidatures recevables, 2. L'analyse d'offres a été réalisée par le bureau d'études conformément aux critères de sélection énoncés dans le règlement de consultation, à savoir 60% de critères pour le prix et 40% pour la valeur technique, intégrant le planning prévisionnel, les moyens humains et le matériel alloué au chantier et la gestion du chantier vis-à-vis des riverains et des usagers. Sur l'ensemble des critères de jugement, l'entreprise Rouquier propose l'offre la mieux disante. La commission d'appel d'offres propose au pouvoir adjudicateur de retenir l'offre de l'entreprise Rouquier pour un montant de travaux se décomposant comme suit. Donc une tranche ferme à 342 052,70 €, total toute tranche à 592 381,45 €. Les tranches optionnelles étant affermies en fonction des besoins et au moment voulu. Vu l'ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-21, 6e qui prévoit que le conseil municipal est le seul compétent pour délibérer en matière de marché public. Le maire applique les décisions du conseil municipal et exécute les marchés sous son contrôle. Vu la délibération du 10 juillet 2020 donnant délégation au maire pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement, notamment pour les marchés et accords cadres de travaux d'un montant inférieur à 300 000 € hors taxe. Vu le procès verbal de la commission d'appel d'offres du 17 octobre 2022, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer le marché public relatif aux travaux de VRD de la rue du 11 septembre avec l'entreprise Rouquier, pour un montant de travaux de 342 052,70 € hors taxe, tranche ferme et 592 381,45 pour s'il y avait toutes les tranches. Les dépenses affectées à la tranche ferme seront imputées comme suit. Au budget principal 2022, un montant de 152 249,20 €. Au budget annexe eau potable 2022, 166 914,95 €. Et au budget annexe assainissement 2022, 22 888,55 €. Il est précisé que les crédits nécessaires à l'opération seront inscrits en complément par décision modificative à l'article 2151, travaux de voirie de la section investissement du budget principal 2022. Question? Il n'y en a pas. Donc je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 3, restauration scolaire, revalorisation des tarifs au 1er janvier 2023. La parole est à Madame Marlène Dos Santos. Le maire rappelle au conseil municipal que le contrat relatif à la restauration scolaire, arrivant à échéance le 31 août 2022, il l'a autorisé par délibération du 12 juillet 2022 à signer le marché public relatif à la prestation de fourniture et livraison des repas aux services municipaux de la commune de Contrexéville, avec l'entreprise LRS pour un montant de 131 555 € hors taxe par an, pour une période de 1 an renouvelable 2 fois à compter du 1er septembre 2022. L'augmentation importante du prix des matières premières ainsi que celle de l'énergie constatée depuis plusieurs mois implique que les tarifs d'achat des repas soient fortement impactés. Prix TTC, achat repas scolaire, 4,052 €, 3,17 € auparavant, soit une augmentation de 21,77%. Le surcoût pour la collectivité est... Juste, je salue Monsieur Milot qui vient d'arriver. Bonsoir. J'en étais où? Ah oui. Le surcoût pour la collectivité est estimé à environ 28 000 € par an.
La collectivité ne pouvant assurer seule le surcoût important et au vu du contexte de l'inflation galopante et de l'augmentation obligatoire des dépenses de fonctionnement, vu l'avis favorable de la Commission des finances et de la Commission enfance-jeunesse réunie le 11 octobre 2022, il est proposé de faire évoluer les tarifs de restauration scolaire de la manière suivante. Augmentation uniforme de 15% pour l'ensemble des familles contrexévilloises et selon le coefficient familiaux. Donc, je vous laisse consulter le tableau qui vous est projeté. Augmentation uniforme de 15% pour l'ensemble des familles domiciliées à l'extérieur et selon les quotients familiaux. Augmentation de 15% du tarif unique appliqué pour les repas enfants facturés aux utilisateurs extérieurs, aux services périscolaires et extrascolaires de la commune. Exemple, l'accueil de loisirs de l'association Au Sport qui passerait à 4,5 €. Application des nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2023, la commune de Contrex prenant à sa charge seule le surcoût pour le premier trimestre de l'année scolaire de septembre à décembre 2022. Il est rappelé que le coefficient familial se calcule à partir des éléments contenus dans l'avis d'imposition et de manière suivante. Coefficient familial, 1/12 des ressources imposables de l'année, plus les prestations familiales mensuelles divisé par le nombre de parts. Il s'agit pour le conseil municipal de se prononcer sur le principe de l'augmentation uniforme de 15% des tarifs de restauration scolaire, de valider en conséquence la mise en place de l'annexe 1 au règlement intérieur des accueils périscolaires et des restaurants scolaires tels que présentés dans le document ci-joint, de décider l'application de ces nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Je la connais d'avance. On en a parlé en commission, donc je vais dire la même chose. Donc je vous apporterai les mêmes réponses. Voilà, ça fait rien. Ça restera public, donc c'est bien. Non, absolument. Voilà, ce qu'on a vu en commission, donc c'est très bien, on en a parlé. Si je prends les critères CAF, donc la CAF, je pense qu'on ne peut pas le remettre en cause. 60% des familles de Contrexéville qui fréquentent donc la cantine sont considérées pauvres. C'est par rapport au coefficient familial. 60% des habitants de Contrexéville qui habitent à Contrexéville. Par contre, les habitants extérieurs, il n'y a que 40% qui sont sous ce seuil de pauvreté. Donc on a quand même 60% de familles considérées pauvres à Contrexéville. Et on va augmenter en plein hiver, là, en janvier, de 15% donc les tarifs. Je trouve que c'est vraiment pas le moment donc, d'augmenter autant, en tout cas de 15%, donc la cantine. En plus, donc, la cantine, c'est quasiment obligatoire, c'est pas un loisir, ils n'ont pas le choix d'y aller. On a quand même une population qui est en difficulté sociale et on l'assomme en augmentant de 15%. Il y avait en plus moyen de trouver des fonds ailleurs, parce que là, on est une commune, on a un service public, on n'est pas obligé de faire du commercial, on achète à un coût, on revend avec une marge. On aurait très bien pu ne pas augmenter, au moins attendre la fin de l'année scolaire, et puisqu'on avait les moyens, on en a parlé en commission, mais ça vous l'avez reporté, de refacturer un peu plus les coûts aux communes extérieures qui mettent donc des enfants. On a vu qu'au niveau énergie, juste si on demandait juste à se rajuster sur le coût de l'énergie, un chauffage, etc., on aurait récupéré plus de fonds que le fait de taxer des familles qui n'auront pas les moyens de payer, pour certaines au moins. Donc moi je trouve que socialement c'est vraiment une très mauvaise mesure pour Contrex. On sait quand même qu'à Contrex c'est quand même une commune où il y a beaucoup de gens en difficulté et là on remet un coup, quoi. Très bien. Réponse. Alors moi je rappelle quand même qu'effectivement la commune de Contrex a pris le choix de supporter cette augmentation seule, ce qui représente environ 7 000 € de septembre à décembre, ce qui n'est quand même pas rien. J'entends vos remarques par rapport effectivement à cette augmentation qui n'a pas été pensée, imaginée de gaieté de cœur. Alors effectivement, par repas sur les familles les plus pauvres, comme vous les expliquez, on est sur une moyenne environ de 30 centimes par repas. Alors ce qui est effectivement conséquent, je l'entends et je le comprends et ce n'est pas du tout de gaieté de cœur qu'on augmente. Maintenant, on est face à une augmentation conséquente que la commune de Contrex ne peut supporter seule. Alors les autres pistes pour pouvoir pallier sont bien évidemment étudiées. On en a discuté en commission, notamment sur les frais de scolarité qui sont encore autre chose et qui vont effectivement être étudiés de manière très sérieuse comme on en a discuté.
Donc il ne paraissait pas possible de toute façon de supporter les augmentations qu'on nous annonce sans pouvoir effectivement impacter les familles. Autre point, autre précision quand même, le coût du repas à Contrexéville est relativement faible par rapport à beaucoup de collectivités. Et je peux en témoigner si je regarde les articles parus dans la presse départementale, avec prix de la cantine corrigé à Certigny, hausse des repas de cantine à Épinal, le conseil municipal hausse des repas à la cantine pour Chaubouzet, etc., etc. Donc nous sommes déjà en dessous des moyennes du secteur ici. Et évidemment, il y a un impact financier. Vous avez évoqué une pause jusqu'à la fin de l'année. Madame De Santos vient de vous répondre qu'elle s'applique bien jusqu'à la fin de l'année. Et donc, sachez aussi que sur le sujet que vous évoquiez avec les élèves venant de communes environnantes, eh bien, il y a un travail qui est réalisé aussi et qui vous sera présenté lors d'un prochain conseil municipal. Puis je voulais juste rajouter aussi un point, c'est que vous soulignez l'effort de la mairie de Contrex par rapport effectivement aux coefficients familiaux. Je rappelle que la mairie de Contrex, on a donc 6 coefficients familiales, c'est-à-dire qu'on se colle au COEF de la CAF, ce qui, pour les communes, vous pouvez regarder aux alentours, ne se fait quasi nulle part ailleurs. Et monsieur le maire le soulignait, si on ne va pas très loin, dans les communes aux alentours, les familles donc, à revenus modestes, ce que vous considérez, et au titre de la CAF comme pauvres, on est sur une moyenne au plus bas de 3,15 €, et sur la moyenne, on va dire basse, on est à 3,85. Aux alentours, la plupart des communes, il y a deux tarifs différents, avec en général une différence de 50 centimes par repas, et au plus bas, les familles payent au moins 5,50 €. Donc on est quand même largement au-dessous, et je pense qu'effectivement la mairie de Contrex fait déjà un très très bel effort pour justement accueillir ces enfants et la population. Donc voilà, je tiens quand même à le dire. Autre intervention? Mais là, vous comparez donc avec les communes voisines, mais moi je peux comparer aussi. On va revenir même sur par les territoire impôts. Où effectivement il y a des territoires qui sont beaucoup plus pauvres que nous, notamment sur les Vosges côté sud-ouest, où vous avez ce tarif-là pour des personnes qui ne peuvent pas ou qui mettent leurs enfants à la cantine autrement. Mais 3,15 €, je vous mets au défi, monsieur Danet, de me trouver une autre commune dans le secteur. Je vous donne même un rayon de kilomètres de 50 km à 3,15 € pour une population avec un COEF en dessous de 400. Si vous m'en trouvez une, chapeau. Moi, ce que je vois, ce sont les familles qui auront plus 15% en plein hiver. Juste 30 centimes de plus par repas. Qui arriveront. Et quand vous comparez donc, aux communes environnantes, on peut tout comparer. À Contrexéville, c'est un choix, c'est politique. On a les impôts fonciers les plus élevés de tout le secteur. Quand on augmente... ça faisait longtemps. Je reviens dessus, ça fait... Oui, non, parce que c'est un choix politique. On augmente... Si on augmente choix de raison. Si on augmente les impôts le foncier... C'est pour un choix politique. Donc, soit on finance par les impôts qui augmentent fortement, soit on met des impôts moins élevés et on finance sur les tarifs, cantines, etc. Ici, on fait les deux. On taxe fort au niveau impôts et en plus, on réaugmente, juste quand il ne faut pas, je trouve, les redevances telles que la cantine. Donc, c'est un mauvais choix. Enfin, c'est un choix politique. Hein, c'est tout. Je reviens sur ce que vous venez de dire, monsieur Danet. La ville de Contrexéville, vous le savez, est surclassée, ville de 5 à 10 000 habitants. Si je fais les villes autour, Neufchâteau, Mirecourt, voire Rambert-Villers, nous sommes sur un taux d'imposition du foncier bâti en deçà de ces villes. Donc, notamment avec l'évolution des bases fiscales sur l'année dernière, et voilà, on verra ce qu'il en sera. Donc ça, c'est un premier point. On a bien conscience de ce qui se passe. Les services apportés à la population dans le domaine de l'enfance, qu'il s'agisse de l'éducation, mais aussi de tous les services à l'enfance, sont également de grande qualité. D'ailleurs, salués au niveau départemental, régional et national pour la qualité qui est offerte aux Contrexévillois. Et ça, je crois qu'on a souvent tendance à l'oublier. Et je rappelle aussi, pour être sûr que vous l'ayez bien compris et que l'ensemble de l'Assemblée l'ait compris, sur les 28 000 € d'augmentation, la commune de Contrex en prend la moitié à sa charge. Donc c'est important de le rappeler aussi. D'autres remarques
ou est-ce que je passe au vote? C'est parfait. Qui est pour? Enfin, qui s'abstient, pardon. Qui s'abstient? Qui est contre? Contre. Alors, tout le monde est contre. Ok, merci. 5. Non, mais 5. Au niveau de la minorité, je me suis comprise. Donc le rapport numéro 4 concerne la gestion des chats errants, autorisation donnée au maire de signer une convention de protection, capture et stérilisation. Évidemment, comme de nombreuses communes, Contrexéville est confrontée à la prolifération de chats errants dans les différents quartiers de la ville. Et dans ce cadre, le maire peut prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chats. Et il est rappelé qu'est considéré comme étant de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. Le même code précise que le maire a la possibilité de faire capturer à son initiative les chats non identifiés sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, ce qui arrive fréquemment, puis de les relâcher sur le lieu de la capture après avoir fait procéder à leur identification et stérilisation. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune. Et par ailleurs, la gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations sont placées sous sa responsabilité. Afin d'organiser des campagnes de stérilisation permettant de limiter la prolifération de chats errants, la commune a consulté plusieurs cabinets vétérinaires, le cabinet des Trois Sources situé à Bugnéville étant le mieux disant. Afin d'assurer donc la prise en charge de ces animaux, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de protection des populations de chats errants, capture et stérilisation, à intervenir dans la commune, le cabinet vétérinaire de Bugnéville et une personne bénévole dont les dispositions sont présentées en annexe. Je peux vous préciser que la première campagne débutera début décembre. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 5, ONF, validation de l'état d'assiette 2023. La parole est à Madame Goulin. Il s'agit pour le conseil municipal de valider en partie le martelage des parcelles d'état d'assiette 2023 pour la campagne d'exploitation 2023-2024 proposée par l'Office national des forêts, à savoir 17U, 18U, 19U et 20U, pour situer ces coteaux des lacs, grosso modo. 38U, 39B, 40U, on est plus côté Bois d'Outrancourt. Le 58A qui est côté Chaille et le 79U qui est le long des lacs, on va dire. Des questions? Oui. Voilà, on s'abstiendra parce qu'à Surcy, on nous propose de valider des coupes alors qu'il y a une commission de l'environnement et de la forêt et ça fait 2 ans qu'elle n'est pas réunie. Aucun dialogue, aucun contact. Alors, moi, je veux bien qu'on valide ça, je suis au courant. Mais j'aurais bien voulu être au courant, enfin, que la commission se réunisse et décide aussi. Pourquoi on coupe là? Bon, heureusement que j'ai mes connaissances et que je cherche, je sais où ça se passe, ce que vous coupez. Mais par contre, je regrette un manque de dialogue. Première question. Deuxième question, parce qu'on me les pose aussi. À Surcy, au Champ Callot, il y a plein de peintures après les arbres. Les promeneurs ou les chasseurs, les collègues qui traquent, me disent, c'est quoi de ça? Parce qu'un arbre qui est en peinture rouge, ça veut dire que c'est un arbre qui va être coupé. Alors je sais qu'il y a de la forêt communale, mais elle n'est pas encore au domaine ONF. Par contre, êtes-vous sûr des dimensions et des parcelles? Parce que là, il y a pas mal de parcelles qui ne sont pas à nous. Et troisième question, puisque j'ai la parole, je regrette qu'il n'y ait pas un peu de départ pour M. Thomas Deschazos, qui nous quitte demain soir. Alors que les autres communes où il travaillait, il y a eu un peu de départ. C'est tout. ONF, oui, Thomas, tout le monde connaît l'agent ONF. Oui, je crois que ça ne s'est jamais fait, mais effectivement, M. Deschazos a réalisé un très beau travail. Je le remercie très sincèrement, parce que c'était un technicien de valeur. Pardon, monsieur le maire, mais quand Philippe Aîné nous a quittés, donc il était un petit peu avant,
On a fait un peu Oui, de oui, part. je me souviens bien de M. Aîné, oui. Voilà, c'est tout. Ah, Alors, dans l'ordre, pour la première question, qui est de la gestion, donc en collaboration avec l'ONF, bien entendu, je ne sais pas comment ça se passait avant, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une totale transparence avant en termes de dialogue avec en tout cas les commissions, etc. Après, il y a des commissions qui se feront. Pour le moment, il n'y a pas. Voilà, nous, on travaille en collaboration avec l'ONF. On travaille aussi principalement avec les agents parce que je trouve qu'il y a des choses qu'on a remis à plat, des réunions en interne qui permettent de mieux comprendre parce que la forêt est un domaine très particulier et qui nécessite beaucoup d'explications. Première réponse. Deuxième question, c'était sur les champs calots. Effectivement, donc on a eu des demandes de rachat de parcelles. Donc les équipes sont allées voir les parcelles, effectivement, essayer de voir les délimitations des parcelles. Parce que oui, je confirme, il y a beaucoup de propriétaires, dont des parcelles qui nous appartiennent en privé et qui ne sont pas sous gestion de l'ONF. Donc on est en train de regarder les limites de parcelles. Donc pour ça, on a, oui, effectivement, marqué quelques arbres au bord de chemin. J'y suis allée encore vendredi. Donc oui, et il y a une parcelle qui nous appartient sur le dessus des champs calots, et il y aura sûrement des arbres en gestion en interne. Attention, cette parcelle-là touche une personne de Surville que le maire connaît très bien. Pour l'instant, je vous rassure, je vous ai dit qu'on était en train de vérifier les limites parcellaires, monsieur Henriot. Justement, mais ce parcellaire-là, c'est moi qui l'ai fait avant que vous arriviez, avec le garde, avec Internet, et puis comment le cadastre, ça s'appelle. Non, pas le cadastre. Non, mais j'ai toutes les parcelles, si vous voulez, je peux vous donner. Mais vous savez, les équipes aussi, hein. Thomas, on a travaillé avec Thomas, oui, les équipes aussi connaissent la forêt, je vous rassure, monsieur. C'est précis à 1 ou 2 mètres. Alors le mieux, mais c'est un métier, c'est pour ça qu'on a travaillé avec Thomas. Oui, mais le mieux, ce serait quand même de prendre Madame Merle et puis qu'elle nous relève toutes les parcelles qui nous appartiennent. Parce que là, alors vous parlez de ONF, et là c'est une parcelle ville. Pourquoi ne pas la mettre dans le domaine ONF? Parce que pour le moment, on n'a pas souhaité le faire. Bah oui, alors qu'on l'a fait pour les parcelles qui appartenaient à la Société des eaux. C'était des choix que vous aviez fait à l'époque et on ne fait pas les mêmes. Oui, alors par contre, vous allez couper vos arbres avec qui et comment vous allez vous commercialiser? Alors, ça, c'est des questions qui sont en train de se régler. Donc pour l'instant, on va voir comment ça se gère. Je vous dis qu'on travaille avec l'ONF. On est en train de vérifier les limites parcellaires. Maintenant, voilà, ce sont des choix. Puisque vous les connaissez, les gens sont forcément capables, sur conseil, de trouver les limites parcellaires. Par contre, pourquoi voulez-vous travailler avec l'ONF alors qu'elle n'est pas au régime ONF? Parce que sur conseil de Thomas, on est avec quelqu'un avec qui on est en bonne collaboration, oui, je confirme. Nous, on souhaite aussi lui dire au revoir. Il n'y a pas de quiproquo là-dessus. Bien entendu, on a un profond respect pour les équipes de ONF qui ont un savoir-faire qu'on n'a pas forcément, et on travaille en très bonne intelligence. D'accord. D'autres interventions? Eh bien, il faut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 5. Rapport numéro 6 ONF, vente après façonnage de la totalité des produits à un professionnel par 7, 17U, 18U, 19U, 19U, 58A, 79U et produits accidentels. La parole est à Madame Goulin. Tout est presque dit. Il s'agit pour le conseil municipal de fixer comme suit la destination des produits découpes des parcelles 17U, 18, 19, 58A, 79 et des produits accidentels figurant à l'état d'assiette de l'exercice 2023. Vente après façonnage de la totalité des produits à un professionnel au cours de la campagne 2023-2024. Et autoriser Monsieur le maire à signer les devis et conventions concernés. Pas de demande de parole. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 7, ONF, vente des grumes façonnées et partage en nature des autres produits, grumes affouagères, exploitation des autres produits par les affouagistes, parcelle 38U, 39B, 40U. La parole est à Madame Goulin. Sur proposition de l'ONF, il s'agit pour le conseil municipal de fixer comme suit la destination des produits de la coupe des parcelles 38U, 39B, 40U figurant à l'état d'assiette de l'exercice 2023. Vente des grumes façonnées au cours de la campagne 2023-2024, partage en nature des autres produits, houppiers et petits bois entre les affouagistes. De laisser à l'ONF le soin de
de fixer les découpes dimensionnelles, de décider de répartir la fouage par feu, de désigner comme garant responsable M. Jean-Claude Robert, M. Daniel Roland, M. Amar Zimouche, affouagiste solvable, de fixer le délai unique d'exploitation, phasonnage et vidange des bois partagés en affouage au 31 mai 2023. À l'expiration de cette date, les affouagistes pourront être déchus de leurs droits, et de fixer le montant de la taxe d'affouage, le montant forfaitaire à 7,50 € le ster, ainsi que d'autoriser M. le maire à signer le devis et convention concernés. Question. Peut-être préciser que effectivement la taxe d'affouage était auparavant facturée avec TVA et que ce n'était pas réglementaire. Et donc, si on voit la différence de tarifs, puisqu'il n'y a plus de TVA, on est pratiquement au même prix que les années précédentes. Pas de questions, je passe au vote. Par contre, oui, c'est toujours la charbonnette gratuite. Alors là, le règlement n'a pas bougé à part ça. Non, voilà, d'accord. Et également, évidemment, il y avait, les années précédentes, il y avait des élus qui étaient désignés comme garants responsables. Là encore, il n'y a plus d'élus parce que ce n'était pas réglementaire et nous mettons tout à plat pour être dans les clous. Bien, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 8, personnel, prime de fin d'année pour l'exercice 2022. La parole est à Madame Stéphanie Brenier. Il s'agit pour le conseil municipal d'allouer pour 2022 à l'ensemble des personnels territoriaux de la commune la prime de fin d'année. Au regard de la revalorisation du point d'indice de rémunération des fonctionnaires, le montant de la prime s'élève pour l'année 2022 à 1 011,88 € par agent. Cette prime sera versée avec le traitement du mois de novembre 2022 à tous les agents titulaires et non titulaires, quel que soit leur grade, y compris aux apprentis, aux agents recrutés dans le cadre d'un parcours emploi-compétences, ainsi qu'aux assistants d'enseignement artistique à titre accessoire affectés au centre des expressions musicales. La prime allouée aux agents à temps non complet ou à temps partiel sera calculée au prorata de leur temps de travail effectué à compter du 1er janvier 2022. La dépense correspondante au coût global de la prime a fait l'objet d'une ouverture de crédit au chapitre 64, charges de personnel, dans le cadre de l'adoption du budget primitif de l'exercice 2022. Des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Rapport numéro 9, personnel communal, avec la modification du tableau des emplois. Donc la parole est à Madame Stéphanie Brenier. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, après avis préalable du comité technique. Celui-ci a émis un avis favorable le 19 octobre 2022. À l'unanimité. Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal du 8 juin 2022 et conformément aux lignes directrices de gestion, Monsieur le maire propose les modifications suivantes qui seront applicables à compter du 1er décembre 2022. Modification de durée hebdomadaire de service. Au vu du nombre des inscriptions et des effectifs de la classe de saxophone du CEDEM, il est proposé d'augmenter la durée hebdomadaire de service de l'agent afin d'adapter et d'assurer la continuité des missions. Ainsi, l'ancienne situation qui était à 3/20 passerait à 4/20. Les modifications de grade. Mise à jour des effectifs. Compte tenu du non-remplacement d'un agent ayant fait valoir son droit à mutation, il convient de supprimer le grade de technicien principal de 2e classe, catégorie B. Au titre de la promotion interne, après avis de la commission spécifique du centre de gestion des Vosges, en date du 28 juin 2022, et au vu des missions de l'autonomie d'encadrant
intermédiaires et des responsabilités sur des missions spécifiques. Il y a donc un poste d'adjoint technique principal de première classe catégorie C qui passe agent de maîtrise catégorie C. Au titre de l'avancement de grade, après validation du tableau annuel d'avancement de grade par le centre de gestion, au vu des missions, des responsabilités et de la technicité, il y a 2 postes d'adjoint technique catégorie C qui passent adjoint technique principal de 2e classe catégorie C. En filière administrative, il y a un poste adjoint administratif principal de 2e classe en catégorie C qui passe adjoint administratif principal de 1re classe, catégorie C. Et enfin, au vu de la réussite à concours, au concours de technicien territorial, au vu des missions, des responsabilités et de la technicité, il y a un adjoint technique catégorie C qui passe technicien catégorie B. Il y a des, donc, voilà. en fait, il s'agit de valider les propositions. Donc, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, je voulais en profiter aussi pour compléter le propos par rapport à une question que Thierry nous avait posée la dernière fois sur les départs à la retraite qui avaient été mentionnés par la Chambre régionale des comptes. On n'avait pas les chiffres. Donc, je voulais indiquer que de 2020 à 2022, nous avions eu 14 départs. 6 n'ont pas été remplacés, dont 1 compensé par un saisonnier. Donc, on va dire 5,5, quoi. Sur les 6 années à venir, alors là, les chiffres sont à prendre avec beaucoup de prudence, hein, puisque c'est par rapport aux conditions de départ qu'on connaît maintenant, et en fonction aussi si les agents ont tous leurs droits et s'ils souhaitent... et selon leur volonté, oui. Voilà. Donc il y a 15 agents qui seraient susceptibles de remplir les conditions de départ à la retraite. Et a priori, 6 ne seraient pas remplacés. Voilà. Très bien, donc ça a été validé. Je passe... Voilà, à moins qu'il y ait des réactions à cette information. Non. Très bien. Rapport numéro 10, revitalisation bourg-centre, convention de mutualisation. Encore une réponse. Et de cofinancement du poste de chef de projet avec la commune de Vittel. Donc la parole est à Madame Stéphanie Brenier. Les communes de Contrexéville et de Vittel sont conjointement lauréates de la 2e campagne de dispositif revitalisation des bourgs-centres proposée par l'État et le Conseil départemental des Vosges. Conformément à la convention cadre du dispositif, elles se sont engagées à recruter un chef de projet dédié à la mission et à cofinancer le poste. Le maire rappelle au conseil municipal les termes de sa délibération du 3 décembre 2019 par laquelle il a été autorisé à signer une convention de mutualisation et de cofinancement du poste. Cette convention est aujourd'hui arrivée à son terme et doit être renouvelée. Le conseil municipal est informé qu'un recrutement est actuellement en cours et même a été validé fin de semaine dernière. La prise de poste, d'ailleurs, se fera le 2 novembre. Dans ce cadre, le chef de projet sera employé par la commune de Vittel à compter de sa date de recrutement et pour une durée de 3 ans. Il convient donc de fixer les conditions d'emploi du chef de projet ainsi que les conditions de financement du poste pour chacune des 2 communes dans le cadre d'une nouvelle convention entre les 2 villes. La convention prévoit que le chef de projet travaille à mi-temps dans chacune des 2 communes. La commune de Vittel assure la rémunération du chef de projet et le paiement des charges afférentes. La commune de Vittel encaisse la totalité des financements octroyés par les partenaires. La commune de Contrexéville reverse à la commune de Vittel 50% du reste à charge, une fois les subventions déduites des salaires, charges et frais annexes. Il s'agit donc pour le conseil municipal d'approuver le projet de convention annexé, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention, ainsi que tout acte et document permettant la mise en œuvre de cette décision
et à entreprendre toute démarche à cet effet. Donc vous avez le projet de convention qui est annexé. Donc ce poste, hein, je vous rappelle, il est financé à hauteur de 75% par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Donc il reste 25% à charge. En gros, pour une année complète, le coût par commune, il est un peu moins de 5 000 €. Des questions? Oui, donc là on a quelqu'un qui va arriver début novembre pour 3 ans, hein, si j'ai bien compris, c'est ça. Il va travailler sur quel dossier? Petite ville de demain. Oui, d'accord, mais, mais de manière un peu plus concrète, parce que bon, ça s'est un petit peu quand même arrêté, on va dire au ralenti. Qu'est-ce qu'il aura comme mission? Qu'est-ce qu'il va faire à mi-temps sur Contrexéville? Eh bien, c'est relativement simple. On a la liaison de la voie douce entre Vittel et Contrexéville. On a les friches hôtelières qui sont en cours. On a les mobilités dans la ville qui sont également dans le cadre de Petite Ville de demain. Et toutes les missions qui sont répertoriées dans le contrat Petite Ville de demain que nous avons signé avec l'État et le Conseil départemental. Et il n'y a pas de restriction sur les sujets qu'il pourra aborder et suivre. Alors je rappelle aussi que cette convention, enfin Petite Ville de demain, ce sont des échéances à 2, 3, 5, 10, 15 ans, et donc tout ne sera pas fait en même temps. Il y a des priorisations qui sont faites, et c'est sur ces priorités qu'il va travailler déjà sur ces 3 années. Il a une expérience, il est architecte, et il a une expérience aussi qu'il a déjà menée dans le cadre de stages ou de contrats de courte durée sur d'autres territoires. Il connaît le territoire, notre territoire aussi, parce que pour le conseil départemental, il a justement travaillé sur la ligne 14. Et donc, c'est quelqu'un qui a, voilà, qui me semble, enfin, en tout cas avec mon collègue de Vittel, qui nous a semblé correspondre à ce que nous cherchions. Bien, si pas d'autres interventions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 11, compte personnel de formation, adoption du règlement d'utilisation. La parole est à Madame Brenier. Le CPF permet à l'agent qui a un projet d'évolution professionnelle de disposer d'un volume d'heures pendant lesquelles il peut suivre des formations en lien avec son projet professionnel sur son temps de travail, dans le respect des nécessités du service public et du principe d'équité. Obtenir un soutien financier de la part de son employeur afin de contribuer aux frais de formation correspondant aux souhaits de mobilité de l'agent. Donc, vu les différents codes, vu la délibération du 25 septembre 2019 relative à l'instauration du compte personnel de formation pour les agents de la commune de Contrexéville, vu l'avis favorable du comité technique du 19 octobre 2022, il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le règlement d'utilisation du compte personnel de formation tel que présenté dans le document annexe. Donc en fait, les principales règles qui ont été apportées, c'est notamment des plafonds en termes de taux horaire par rapport au coût de formation. Donc le coût pédagogique, là, le plafond était fixé à 15 €. Et en même temps, il y a un calcul qui se fait plafonné au nombre d'heures dont dispose l'agent sur son compte CPF. Voilà, ça permet de réglementer et de mettre des plafonds à ce dispositif. Voilà. Sur ce point, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Très bien. Le dernier rapport est le rapport numéro 12, décision prise par le maire dans le cadre de sa délégation générale, information du conseil municipal. Donc vous avez l'ensemble des déclarations d'intention d'aliéner, les bons de commande, les marchés à procédure adaptée et les avenants. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Très bien, je vous remercie. Je n'ai pas été destinataire de questions écrites. En revanche, je voudrais apporter quelques informations, notamment
dans le cadre de la crise énergétique que nous connaissons en France, mais aussi en Europe. Et donc toutes les collectivités sont impactées par des augmentations de tarifs qui sont exorbitants. Et il faut y faire face. C'est pourquoi la municipalité a pris un certain nombre de mesures qui devraient permettre d'atténuer, en tout cas, l'impact financier sur la collectivité qui se chiffre en centaines de milliers d'euros. Et Jean-Marc Deluz pourra compléter mon propos. Je voudrais simplement dire que nous avons fermé un certain nombre de bâtiments, dont la salle Georges Brassens, mais également d'autres bâtiments, les préfabriqués, Monsieur Danet, dont on a déjà parlé, donc qui sont abandonnés et définitivement abandonnés. Ceci dit, nous avons évidemment sur Contrexéville un nombre très important d'associations, qu'elles soient sportives, culturelles, sociales. Et pour l'ensemble, nous les avons invités, nous avons discuté avec eux et nous avons pris aussi quelquefois au cas par cas contact avec ces associations pour trouver des solutions alternatives. Je voudrais remercier, moi, l'ensemble des associations qui ont examiné ces dossiers avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'engagement aussi, de propositions, et évidemment une attitude extrêmement constructive. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens responsables. Alors, tout n'est pas encore tout à fait réglé, mais on a pratiquement trouvé des alternatives pour presque toutes les associations contrexévilloises. Il reste quelques points en tout cas à affiner. Voilà ce que je souhaitais dire. Et effectivement, dire aussi que les collectivités locales, sauf les tout petites, n'ont pas de bouclier tarifaire, et que de nombreuses collectivités prennent des mesures drastiques. Et je ne citerai pas la ville dans le Nord qui a fermé tous ses établissements sportifs parce qu'effectivement, les sommes en jeu sont colossales. Et puis dire simplement, alors citer Jacques Chirac, parce que lorsqu'il disait dans le domaine de l'écologie, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, eh bien là aussi, il faut bien qu'on regarde ce qui se passe chez nous si on veut se sortir de cette situation très tendue, délicate, et qui va avoir des conséquences, à mon avis, très préjudiciables, y compris dans le domaine économique, parce que lorsque les collectivités, qui sont les fournisseurs de la commande publique à 70%, n'investiront plus, eh bien les entreprises ont du souci à se faire. Jean-Marc, si tu veux préciser les coûts. Quelques précisions au niveau des coûts. La projection donc, pour 2023, c'est à peu près 700 000 euros d'électricité et autant de gaz. Donc on est entre 1,4 million et 1,5 million. Les dernières estimations qui nous ont été fournies donc, par le Grand Nancy, qui est, on va dire, la personne, on va dire, qui s'occupe de gérer notre contrat d'électricité, nous avait demandé de prévoir un budget allant jusqu'à 150% d'augmentation. Aujourd'hui, on a reçu un courrier semaine dernière, où il y a une quinzaine de jours, où non, on ne sera peut-être pas 150, ce sera 120. Bon, mais on est toujours, et je ne pense pas qu'on descendra en dessous. Il faut savoir qu'au niveau donc, gaz, électricité, en l'espace de 4 ans, on fait x10, x11. Quoi. Donc là, c'est, on va dire, sérieux. On parlait tout à l'heure de choix politiques. Le temps des choix politiques, il est révolu. Aujourd'hui, on est dans les choix économiques, dans les choix vraiment économiques. On aura l'occasion de le voir déjà même pour cette année, par rapport à des décisions modificatives qu'on prendra sur le budget 2022. Mais chaque jour suffit sa peine. Donc, à cette heure-ci, je pense que on a terminé pour aujourd'hui. Pendant ce temps, on ne découvre pas la situation, puisqu'on a déjà reçu, et dès l'année 2021,
des fournisseurs, notamment pour installer des panneaux solaires sur les bâtiments de la ville. Simplement, il y a une clause, enfin, il y a une obligation qui n'est pas atteignable, c'est que les toitures, qu'il s'agisse de Chédid, qu'il s'agisse de la mairie, qu'il s'agisse des ateliers municipaux, la toiture doit avoir moins de 10 ans d'existence. Donc on l'a fait. On l'a vu, on travaille sur un autre projet de fourniture d'électricité. On y est, on travaille, et ça depuis effectivement à peu près 1 an. Et également sur la possibilité effectivement de mettre en place, mais derrière il y a des impacts financiers qui sont importants, une centrale de biomasse. Rien ne doit être oublié dans la lutte, en tout cas, contre l'augmentation du coût de l'énergie, et notamment sur l'indépendance énergétique, et notamment l'indépendance énergétique de la France. Et toutes les mesures sont bonnes à prendre. J'assistais vendredi à l'AG des maires des Vosges, et il y avait un intervenant qui était donc ingénieur-chercheur, et qui, avec sa fibre évidemment écologique, a précisé quand même que nous n'arriverons à rien sans utiliser toutes les énergies possibles, y compris l'énergie nucléaire, mais aussi toutes les énergies alternatives. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. J'ai 2 autres points. Oui, Monsieur le maire, je voudrais juste remettre un peu une précision aussi au niveau du bouclier tarifaire, parce qu'il y a certaines communes qui vont en bénéficier, hein, les petites communes. Les petites communes vont en bénéficier. Contrexéville, dans l'état actuel, on passe à côté, hein, sachant qu'il y a 3 critères. Sur 3 critères, on en remplit 2. Et malheureusement, on ne remplit pas le 3e. Puis le 3e, c'est le potentiel fiscal. C'est-à-dire qu'on a un potentiel fiscal qui est trop important. Donc, avec ce critère qui est, on va dire, pas validé, je ne pense pas qu'on aura quelque chose au niveau de l'État, malheureusement. On attend les suites. Oui. Très bien. Deuxième point. Je voudrais juste, pardon. Si on est hors débat, je voudrais revenir sur les chiffres. Tu as dit 700 000 d'électricité, 700 000 de gaz l'an prochain. Ça, c'est en considérant les bâtiments fermés comme actuellement, c'est ça? Ou c'est... Micro. Est-ce que c'est avec les mesures de fermeture? Non, c'était ce qui est annoncé en l'état actuel. Hein. Donc aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été prises. Les mesures qui sont prises, c'est analysé régulièrement. On a mis en place des indicateurs pour savoir sur le gaz ce qu'on allait gagner, sur l'électricité ce qu'on allait gagner, ce qui va nous permettre, on va dire, d'affiner, on va dire, quand on va préparer notre budget 2023. En l'état actuel, avec la situation qui était, on va dire, hors toutes les décisions qui ont été prises, c'était 700 000 et 700 000. Bon, après, on ne redescendra pas, à mon avis, en dessous du million, choses comme ça. Hein. Ça va être compliqué quand même. Hein. D'accord. Et donc, au niveau du gaz, ça augmente moins, finalement, que l'électricité l'an prochain. Parce que là, on avait une facture de gaz qui était quand même plus élevée que l'électricité. Ça augmente moins ou ça augmente plus. Oui, c'est pas faux. Là, aujourd'hui, après, ça a augmenté, on va dire, on a pris des augmentations déjà cette année, qui sont fortes. On prendra peut-être moins là, mais on prend, oui, c'est beaucoup sur l'électricité. C'est sur l'électricité. Mais voilà, il faut chasser tout aujourd'hui. Hein. Très bien, sinon j'ai bien pris note qu'il restait quand même quelques discussions ou explications à donner à certaines de nos associations qui n'ont peut-être pas... qui ont été pris peut-être un peu de vitesse. Enfin, c'est ça que j'ai compris. Les rendez-vous sont pris. D'ailleurs, voilà. J'en ai demain, d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer en détail, mais il y a quand même quelques ajustements qui vont peut-être se faire. Explications là, qui méritent, je pense, au moins d'être données. Quoi. Tout à fait. Vous avez raison. Très bien. C'est bien le cas. Donc, autre point que je souhaitais aborder pour rectifier un petit peu. Monsieur Danet, vous avez publié un post parlant du rapport de la Chambre régionale des comptes. Hein. Donc, moi, je précise quand même que dans ce dossier, eh bien, la Chambre régionale des comptes a fait 2 observations mineures si on le compare à d'autres collectivités. Et dans votre poste, vous annoncez que je retrouve.
Donc voilà, d'accord. Je le trouve plus, mais je vais. Non, non. Comment je dis Ah, voilà, ça y est. Ainsi, malgré 2 vice-présidences, Contrexéville a déjà abandonné 2 mutualisations, urbanisme et office du tourisme. Donc, je voudrais vous rappeler, Monsieur Danet, que vous étiez adjoint à l'époque pour la mutualisation urbanisme. Je rappelle quand même que ce n'est pas un abandon de la ville de Contrexéville. Il s'agit simplement, Madame l'agent a été mis à disposition de la communauté de communes pour 3 ans, c'est la règle, et au bout de 3 ans, il fallait qu'elle soit intégrée aux effectifs de la communauté de communes, où elle réintégrait sa commune d'origine. Il y a eu des négociations entre la communauté de communes et l'agent. Il n'y a pas eu d'accord de fait. Donc elle est revenue sur la ville de Contrexéville et nous avons mutualisé avec la ville de Vittel pour l'urbanisme. Ce n'est pas un abandon. Et cette personne a souhaité effectivement aller vers d'autres horizons et elle a donné sa démission pour partir. Donc ce n'est pas la commune de Contrexéville qui a abandonné une mutualisation. Nous sommes bien d'accord, je pense. Je ne sais pas si je peux répondre. Si, allez-y. Non, mais quand je parle de mutualisation, ce n'est pas forcément intercommunal. Après l'urbanisme, on l'a bien mutualisé avec la ville de Vittel. Oui. On avait un agent qui était partagé. Oui, c'était le même agent. C'est ça, on mutualise. Chacun paye sa part. Absolument. Je ne parle pas du transfert de compétences. Donc, on a bien arrêté cette mutualisation et on a quand même perdu. C'est pas nous qui avons arrêté. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté on aurait très bien par pu manque avoir de un combattants. autre agent qui l'aurait fait, un agent de Vittel ou de Contrexéville et partager un agent. On a quand même perdu une compétence. Là, vous ne pourrez pas dire le contraire sur les PLU. On avait un agent qui pouvait lire, interpréter un plan local d'urbanisme. C'est quand même intéressant. Et ça, on ne l'a plus. Mais Monsieur donc, Danet, on a bien perdu. Je suis désolé, mais on n'a plus cette mutualisation. On l'a plus. Mais on n'a pas abandonné la mutualisation. Il y a des faits. Il y a des faits et nous avons lancé un recrutement. Nous n'avions pas de candidature et donc en tout cas de candidature qui était de nature à remplacer un agent qui effectivement avait une grande technicité. Ceci dit, nous avons choisi la voie de l'agence technique départementale qui donne toute satisfaction et qui, effectivement, à moindre coût, puisque de toute façon, le poste a été supprimé et nous payons à la prestation et le coût est inférieur, en tout cas, à ce qu'il était. Deuxième point que je souhaitais aussi évoquer, j'ai reçu un courrier du tribunal administratif de Nancy concernant la requête que vous avez déposée, Monsieur Danet, enregistrée le 29 mai 2021, qui demande d'annuler la délibération du 7 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Contrexéville a approuvé les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'exercice 2021. Donc effectivement, j'ai le courrier du tribunal administratif qui dit en substance, alors je vous la fais courte, en substance, il est donné acte du désistement de M. Danet, faute pour lui d'avoir répondu au RF du tribunal administratif qui l'interrogeait sur le maintien de sa procédure. C'est une information que je donne, comme je donne information de temps en temps sur les procédures que nous avons en cours. Voilà, l'ordre du jour du conseil municipal étant terminé, eh bien, je lève la séance et vous souhaite une bonne soirée.